Il dirigeait un empire d'1 milliard. Une nuit l'a rendu invisible. La tour de verre où travaillait Alain Rocher s'élevait au-dessus de la ville comme une promasse faite de reflets. Le jour, ses façades miroitaient des sourires commerciaux. La nuit, les lumières de bureaux dessinaient des constellations temporaires. Autant d'âmes affairées à transformer de la donnée en pouvoir. Au sommet, dans un penthouse aux murs de verre, Alain goûtait à une solitude qui se prenait pour une couronne. Il avait appris tôt que le monde obéissait à ceux qui parlaient fort et dépensaient plus. Il avait bâti des règles et des silences, des réunions où l'on mesurait les respirations, des contrats signés sur un coin de bureau, des décisions qui se prenaient comme on règle un thermostat. Alain avait pour habitude d'assister au lever de la ville depuis son canapé de cuir. Il aimait ce moment précis où la métropole semblait remettre ses pendules à zéro. Les rideaux ouverts, une tasse de café trop noire et la conviction tranquille que, quoi qu'il arrive, il contrôlait les flux. Son empire, l'Istec, fournissait des services invisibles mais indispensables. Des algorithmes qui optimisaient, des plateformes qui administraient. On lui avait donné les clés d'un futur dont il avait, peu à peu, délégué tous les doutes. David Martin, le directeur informatique, était la voix qui lui ramassait parfois les débris techniques. Voix calme, mains tachées de câbles imaginaires, langage précis mais sans poésie. Un matin, il monta jusque dans le penthouse, tenant 2 tasses de café maladroites comme des offrandes. Il parla à demi-mot d'anomalies dans les systèmes, d'entrées inusitées, d'un motif qu'il ne savait encore interpréter. Alain sourit, distrait, plus intéressé par un planning de conseil d'administration que par la poésie des journaux systèmes. « On a des équipes pour ça », dit-il. Il n'aimait pas que les problèmes s'invitent à l'heure du café. Il y avait, parmi les partenaires d'Alain, des gens loyaux et d'autres qui avaient appris à tirer parti des espaces flous. Philippe Lemaître était l'un de ces deuxièmes types. Ancien associé, homme de négociations aiguisées, sourire poli mais regard calculateur. Leur relation avait été un mariage d'intérêts, puis une guerre froide de petites vindictes, de parts et de clauses. Les jours de réunion, Philippe avait l'art de plier les chiffres en angle droit, offrant à Alain l'illusion d'un contrôle partagé alors que, dans l'ombre, il tissait des biais. La première partie de l'histoire, le basculement, s'ouvrit sur une nuit sans alarme. On ne raconta jamais vraiment l'instant exact où les machines cessèrent d'obéir. Le récit officiel parla de défaillance interne, de corruption de données, de divulgation accidentelle. Les journalistes, eux, firent des titres. Les serveurs s'éteignirent comme une ville perdant son courant. Écran noir, interface muette, transactions bloquées. Les données, ces immobilisations invisibles, semblaient s'être effondrées en silence, mais en laissant des traces. Les premières fuites, documents, échanges privés, chiffres internes, atterrissaient sur des sites et dans des boîtes mail de journalistes comme des flèches exactes. Les investisseurs retirèrent la lumière, les partenaires firent des communiqués mesurés. Le souffle court de l'Istec devint un halètement public. Le conseil d'administration se réunit en urgence. Les réunions d'urgence ont la brutalité d'un coup près. Mots brefs, regards pesés, votes faits pour protéger des écosystèmes de marque. Alain, qui avait passé sa vie à incarner l'entreprise, se retrouva devant ses pairs, écoutant des voix qui, autrefois, souriaient à ses initiatives. Les minutes furent rapides. Les membres du conseil, inquiets de l'effondrement de la confiance, votèrent pour le mettre à l'écart pendant l'enquête. L'image de l'homme au sommet, debout, regardant la baie vitrée, fut tournée en un tableau d'isolement. La presse ne fut pas tendre. Les titres parlèrent d'implosion, de fiasco. Les réseaux firent un bruit de fond comme une mer remontant la grève. Les banques placèrent des mesures conservatoires sur des comptes. Des audits externes firent pleuvoir des questions que même les avocats d'Alain avaient du mal à reformuler en défense. En quelques jours, sa visibilité et sa fortune se redistribuèrent en doutes et en rumeurs. Les amis politiques retroussèrent discrètement leur distance. Ce fut aussi, pour Alain, une humiliation domestique. Ses cartes d'accès furent révoquées, son numéro de président effacé de certains calendriers. Les employés l'évitaient dans les ascenseurs, le saluant d'un hochement la tête qui avait la douceur grinçante d'une condamnation sociale. Le silence qu'il avait longuement cultivé autour de ses décisions se remplit maintenant des murmures d'un écosystème qui se brisait.
Cette chute fut la première fissure exposée à la lumière. Mais à l'angle d'une autre rue, une vie ordinaire poursuivait son cours, faite de détails que l'argent ne pouvait remplacer. Amara Belkacem travaillait depuis des années comme femme de ménage dans plusieurs immeubles du quartier, dont la tour de l'Istec. Elle connaissait les routines, les tasses abandonnées, les poignées de porte préférées, non par voyeurisme, mais parce que l'entretien est au fond la mémoire des objets. Amara ne cherchait pas à voir plus loin que la dignité d'un logement propre, le sourire d'un enfant à la table du petit déjeuner, l'économie domestique qui se tient avec des calculs de bout de chandelle. Sa voix était douce, sa présence un ralentisseur de temps. Elle aimait ce qu'elle faisait, non pour prestige, mais parce que les petites réparations tenaient parfois lieu de miracle quand il s'agissait de maintenir la vie à flot. Soraya, sa fille, était étudiante en informatique. Elle portait le monde en elle de manière différente, le regard posé sur les motifs, les lignes invisibles qui relient les systèmes. Soraya, loin d'être arrogante, possédait une curiosité appliquée, une sorte d'amour pratique pour l'ordre et la logique. Elle étudiait dans des bibliothèques de quartier, travaillait sur des projets modestes, corrigeait des notes, répliquait des petites failles dans des applications destinées à des associations locales. Elle n'était pas venue pour le pouvoir, elle cherchait à comprendre comment rendre les outils justes. La première interaction entre Alain et Amara ne fut pas spectaculaire. Après l'éviction, sans autre endroit où aller, on lui proposa de rester une nuit de plus, un geste protocolaire du building management. Il accepta par fatigue plus que par calcul. Le concierge l'introduisit à l'appartement où Amara venait faire son service de fin d'après-midi. Elle était déjà à l'ouvrage, un chiffon dans une main, le regard franc, sans fausse pitié. Elle salua Alain comme elle saluait tous les résidents, avec l'attention d'une personne qui voit et salue. Alain, encore dans la stupeur, sentit Boloka les yeux se poser sur lui comme une vérité sans compliment. Il n'y eut pas de pitié dans la salutation d'Amara, mais une disponibilité au monde qui le décontenança. Elle lui offrit un thé, comme on le fait à ceux qui sont perdus. Il accepta, presque étonné d'avoir trouvé une main tendue quand il n'en attendait plus. Le spectacle de sa chute, dans ce microcosme du penthouse vidé de ses certitudes, prit la forme de petits gestes. Un plateau apporté par une femme qu'il avait toujours considérée comme invisible, une tasse qu'il tint comme un murmure. Dans une maison qu'il dirigeait sans jamais la posséder, il découvrit la chaleur de ses gestes qui ne mesuraient pas son compte en banque. C'était déstabilisant et en même temps presque insupportable à reconnaître. La ville, entre-temps, bruissait. Les blogs reprenaient des fragments d'emails privés. Des extraits de documents de l'Istec circulaient avec une précision chirurgicale qu'on ne s'attendait pas à trouver dans la bouche publique. Des investisseurs se retiraient, des contrats furent suspendus. L'ancienne lumière qui accompagnait le nom d'Alain devint un halo de controverse. Les conseillers juridiques lui indiquèrent la voie classique, isolement, calme, préparation à l'enquête. Mais la confiance interne s'était fendue, on cherchait des responsables. C'est à cet instant, au bord d'un désespoir poliment enveloppé d'aides protocolaires, que Soraya entra en scène. Elle avait entendu parler du crash à l'université. Elle avait lu des bribes de discussion sur des forums techniques, mais sans sensationnaliser. Pour elle, les données avaient des voix et des erreurs qui parlaient. Quand Amara parla d'Alain comme d'un résident maintenant sans maison, Soraya suggéra, humblement, qu'elle pourrait jeter un œil à des traces si on lui donnait accès à des documents ou des sauvegardes. Elle n'en fit pas tout un théâtre, c'était une proposition de filigrane. Alain hésita. L'orgueil ne s'abandonne jamais facilement, il se retire, parfois, dans le calcul. L'idée qu'une jeune étudiante puisse fouiller son affaire lui semblait d'abord insultante. Mais il y avait, là, une fatigue plus ancienne que sa réputation. Il accepta, non parce qu'il était convaincu, mais parce qu'il n'avait plus l'arsenal des certitudes. Le geste d'accepter fut peut-être le premier pas vers une transformation que ni lui ni Amara ne pouvaient prévoir. David Martin, qui avait tenté d'alerter quelques jours plus tôt, se montra aussi en banalisant l'aide. Il n'était pas homme à grand spectacle. Il connaissait des personnes ayant accédé, légalement et par procédure, à des sauvegardes hors ligne des archives archivées pour audit. Il promit d'appeler un contact ancien, un administrateur qui avait quitté l'entreprise quelques mois plus tôt, en bons termes. Il avertit néanmoins, toute démarche devait se faire dans un cadre légal strict. Le risque était réel, la frontière entre recouvrer la vérité et enfreindre la loi était mince. Les mots « plainte »,« procédure » et « avocat » résonnèrent.
Avant même que la première preuve concrète ne soit présentée, l'équipe improvisée prit la forme d'un trio improbable. Alain, l'homme d'expérience et d'habitude, Amara, la figure tranquille et profonde, Soraya, jeune cerveau curieux, ferme mais sans arrogance. Chacun portait un rôle qui ne correspondait pas à ses apparences initiales. La mise en place d'un petit plan naquit de conversations tardives autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut regarder sans violer des règles? Quelles pièces légales doivent être réunies pour que les éléments aient du poids? Comment protéger Soraya contre les attaques personnelles si elle décidait de témoigner? Ces questions fournissaient des garde-fous à des envies de revanche qui auraient pu déborder. L'enquête commença par des gestes modestes. Soraya, quand on lui fournit un vieil extrait de sauvegarde, une archive autorisée récupérée via le canal légal proposé par David, se mit à lire ce qu'elle appelait des empreintes. Elle ne parlait pas de lignes de code à voix haute, elle décrivait des motifs, des signatures récurrentes, des schémas d'accès qui revenaient comme des refrains. Elle comparait, elle mettait en lumière des correspondances temporelles. Tout était fait sans entrer dans le détail technique, parce que le monde exigeait qu'on ne donne pas d'instructions pouvant être reprises ailleurs. Mais il y avait, dans sa lecture, une clarté, quelque chose de volontaire, une main qui avait délibérément orienté les choses. Lorsque Soraya mentionna un nom associé à ses motifs, tout le monde se figea. Philippe Lemaître. La réaction fut humaine et belliqueuse. Colère, refus, doute. Alain rencontra le nom comme on croise un revenant. Philippe, d'ailleurs, avait déjà commencé à se distancier publiquement, jouant la carte d'un gestionnaire étonné par les circonstances, lançant des phrases modérées au micro. Il était impossible, à ce stade, de tracer une ligne directe entre un flux et une intention. Mais l'existence d'un motif récurrent associé à son infrastructure interne mettait de l'huile sur la flamme. Ils décidèrent de ne pas agir à la va-vite. La prudence était l'un des rares luxes qu'il leur restait. Soraya proposa de documenter, de chronologiser, d'aligner les éléments dans une narration vérifiable. Amara, de son côté, tâchait de tenir la maison d'Alain comme une arche temporaire de stabilisation. Elle nettoyait la vaisselle, rangeait ses livres et parfois, simplement, préparait un repas. Ces gestes, minces au regard du tumulte médiatique, possédaient une force moléculaire. Ils rassemblaient l'essentiel d'un homme en miettes. Ce fut lors d'une de ces nuits, quand la ville semblait retenir son souffle et que l'on aurait pu croire que le monde s'était réinitialisé, que la première ligne tangible de l'enquête prit une forme humaine. Soraya resta tard, ses yeux fatigués dans la lumière bleue d'un ordinateur portable. Elle avait sur la table un dossier d'extraits, des notes griffonnées et une tasse de thé refroidie. Elle parlait à voix haute, non pour se faire entendre, mais pour structurer sa pensée. Elle mit des mots simples sur ce qu'elle voyait. Une signature qui revient ici, accès répété à ses heures, un relais humain dans l'entreprise qui a aidé à obscurcir le chemin. Ces mots eurent la saveur d'une révélation. Il n'était plus question d'un accident. Quelqu'un avait orienté le destin des machines pour produire la dévastation. Alain écouta sans beaucoup intervenir. Il n'aimait plus ses propres premiers mouvements, la rage, la recherche de boucs émissaires Sacile. Il se souvenait de décisions prises d'un bureau trop haut pour voir les conséquences. Il se souvenait surtout d'une solitude différente de la couronne. Dans ce salon dépouillé, au milieu d'un plateau de repas que quelqu'un avait préparé, il sentit la possibilité d'un changement qui ne serait ni simple ni linéaire. Pourtant, même avant que leur récit ne prenne corps dans une plainte formelle, l'ombre d'une riposte apparut. Philippe, qui sentait la pression, commença à préparer sa défense publique. Il lança des insinuations, que la direction technique avait des failles structurelles, que l'exclusion d'Alain n'était qu'une mesure salvatrice, que l'on devait parler d'un incident industriel plus que d'une trahison. Les premiers commentaires sur les réseaux furent teintés de « peut-être, on verra, les détails suivront ». Mais il y avait, dans ces phrases, la matière d'un mensonge qu'on pouvait étirer jusqu'à étouffer la vérité. Les conséquences ne furent pas seulement médiatiques. Très vite, des lettres de menaces anonymes parvinrent, d'abord à l'adresse de la start-up que Soraya fréquentait pour ses projets, puis à la boîte aux lettres d'Amara. Les menaces n'avaient rien de spectaculaire, elles étaient des chuchotements intimidants, des tentatives de dissuasion. Comprendre qu'on pouvait frapper à la dignité d'une étudiante fragile fit peser un poids moral nouveau sur tout le groupe. David, prudent, recommanda de retourner vers un avocat spécialisé et de sécuriser les témoins. La loi, encore une fois, apparaissait comme rempart, mais aussi comme chemin lent.
À mesure que la nuit s'éclairait, une image se formait dans l'esprit d'Alain. Il avait été dirigé vers le pouvoir comme on dirige un fleuve vers un barrage, sans toujours sentir la faiblesse des digues. La présence d'Amara, calme et réelle, et la compétence discrète de Soraya devenaient des ancrages. Il comprit que le monde lui avait déjà donné la leçon. Ceux qu'on croit invisibles portent souvent une clarté qu'on ne reconnaît que d'un pas en arrière. C'est à ce moment-là qu'ils prirent la première décision concrète: documenter, établir un dossier, préparer une plainte. Pas pour la vengeance, affirma Soraya, mais pour la vérité et pour empêcher d'autres de subir le même sort. Alain acquiesça, non sans douleur. Il savait que cela signifierait poursuivre en public un homme qu'il connaissait depuis des années, exposer sa vie privée au tribunal des médias, accepter la lenteur procédurale qui dévore les impatiences. Mais il sentait aussi que renoncer n'était pas une option. Le choix le transforma déjà dans ses gestes et dans ses respirations. Dans la cuisine, Amara posa une main sur l'épaule d'Alain sans lui demander rien. C'était un geste de solidarité silencieuse. Elle ne connaissait pas les dossiers, la loi ni les signatures. Elle connaissait la fragilité humaine et elle comprenait qu'une main tendue à quelqu'un qui tombe peut provoquer une révolution intérieure. Son geste n'était ni calcul ni spectacle, il était une mise en pratique de dignité. La ville ne s'arrêta pas pour autant. Les unes se multipliaient, les experts donnaient des avis divergents à la télévision. Le nom de Philippe circulait comme un parfum incandescent. Mais dans ce salon, face à une table couverte de feuilles, de notes et de tasses, apparaît une phrase que Soraya prononça comme une promesse plus qu'un constat. « Si nous avons des preuves, ce n'est pas pour détruire quelqu'un. C'est pour que justice soit rendue et que personne d'autre ne tombe à cause de ce qui s'est passé. » Alain pensait à tout l'argent qu'il aurait pu offrir pour régler l'affaire en coulisses. Il pensa au moment où il avait refusé une main tendue, jugeant qu'il n'en avait pas besoin, préférant contrôler. Il mesura, dans ce silence, combien son orgueil l'avait rendu moins humain. Et il comprit pour la première fois depuis longtemps que la main d'une femme de ménage et l'intelligence d'une jeune étudiante pouvaient être les instruments d'une vraie réparation, non pas d'un retour au privilège, mais d'une réinvention. Après ces premières heures de préparation et de collecte, il restait une question cruciale. Exposer la vérité publiquement signifiait prendre le risque d'une campagne de dénigrement plus dure encore, voire d'attaque contre ceux qui témoigneraient. Le groupe le savait. On parlait d'une stratégie plus longue, de sécuriser les témoins, de contacter des journalistes sérieux, d'obtenir des experts indépendants. On parla aussi d'un autre choix: amener la vérité devant un tribunal, accepter le déroulement lent et rugueux de la justice et laisser la décision d'une sanction aux institutions plutôt qu'aux opinions publiques. La décision fut prise, mais la route restait à tracer. Ils commencèrent par déposer une plainte formelle, accompagnée d'un dossier documenté. Une fois ce pas fait, la machine judiciaire se mit en branle. Assignation, convocation, échange de documents. Les mécanismes furent lents, administratifs et exigeants. Ce furent des semaines d'attente, de préparation des témoignages, de réévaluation des preuves et de petites victoires invisibles consistant à obliger une banque à lever un gel temporaire ou à obtenir un témoignage neutre d'un ancien collaborateur. Pour Alain, ces semaines furent une école d'humilité. Il ne commandait rien comme avant. Il apprenait à écouter, à poser des questions simples, à accepter l'aide de personnes dont il avait autrefois ignoré la valeur. Autour de lui, Amara conservait une présence immuable. Elle arriva, fit ce qu'elle avait à faire, préparait les repas, conservait la maison comme un foyer temporaire. Soraya travaillait sans relâche, ses notes devenant un récit structuré et crédible. David, dans l'ombre, servait de relais technique sans livrer de secrets dangereux. Bien sûr, la machine de la contre-attaque se mit aussi en place. Philippe conserva des avocats, fit circuler des contre-narrations, tenta de jeter le doute sur la légitimité des sources. Mais rien de tout cela n'altérait la conviction première d'un trio hétéroclite. Il fallait que la vérité soit établie et il fallait le faire bien. La première partie du récit se referme sur une image, celle d'Alain, tard dans la nuit, assis près de la fenêtre qui donne sur la ville. Il tient une photo imprimée d'un temps où il croyait avoir tout sous contrôle. Une photo prise lors d'une inauguration, où il souriait à la foule. Derrière lui, le silence contenait les nouveaux bruits de sa vie. Le pas d'Amara dans le couloir, la lumière bleue du portable de Soraya qui ne s'éteigne jamais. Les réseaux sociaux, qui avaient déjà lapidé Alain d'à côté, devinrent un champ de bataille d'idées et d'insinuations.
C'est dans ces moments que la fragilité humaine se montra la plus menaçante. Les lettres anonymes commencèrent par des mots brisés. Injures, menaces voilées, avertissements prudents. On à peine remercia Soraya pour son courage qu'un message la mettait en garde. Une croix rouge sur une carte postale, une enveloppe glissée sous la porte. La façon dont l'intimidation choisit d'être banale la rendait plus sinistre encore. David Martin prit des mesures de protection raisonnables. Sécurisation des communications, rendez-vous en petits groupes, signalement aux autorités. L'inspecteur Leclerc mit en place une surveillance discrète. Mais on sentait, à chaque geste, que la vérité allait se conquise à coups d'angoisse. Dans l'entretemps, Soraya poursuivit son travail de consolidation des preuves. Elle structura une chronologie qui, à force d'être répétée, finit par ressembler à une partition. Accès inhabituel à des heures précises, passage de relais humains, modification subtile de scripts d'automatisation, manifestation corrélée à des mouvements financiers. Elle ne montrait pas de code, elle montrait des motifs, des empreintes, des écritures numériques que l'on pouvait lire comme on déchiffre une signature. Elle parlait de la manière dont une série de gestes volontaires avait produit l'effet que la presse appelait « catastrophe ». L'expression signature revint comme une note. Il y avait une façon d'agir qui portait la marque d'une main. Une ancienne connaissance de David, un administrateur nommé Antoine Gervais, accepta de coopérer. Il avait quitté l'ISTEC quelques mois plus tôt sur des termes apparemment corrects et gardait par prudence quelques sauvegardes hors ligne. La procédure par laquelle il remit ses archives fut effectuée sous contrôle judiciaire. Demande formelle, contrat de confidentialité, témoins assermentés. La légalité de chaque geste fut soigneusement vérifiée. Antoine raconta dans une déposition comment, à certaines dates, des permissions avaient été élevées de façon anormale, comment des comptes rendus avaient été altérés et comment des fichiers avaient été déplacés dans des zones de stockage destinées à l'oubli. En substance, il confirma ce que Soraya voyait en filigrane. L'un après l'autre, les morceaux du puzzle commencèrent à s'emboîter. Quand la confrontation devint inévitable, Philippe lança sa contre-offensive. Il invita des experts qui parlaient une langue obscure à l'audience publique et à la télévision, répandant l'idée que l'incident était un accident industriel amplifié par l'émotion. Les chroniques, friandes de scandales et d'affrontements, cherchèrent des angles sensationnels. Marcus Blackwell utilisa chaque espace médiatique pour truster le doute. Beaucoup y crurent un temps. La réputation se reconstruit aussi par la répétition de la révision. Soraya, petite par la taille mais solide par la voix, répondit avec une simplicité qui coupa l'herbe sous les arguments de l'avocat. Elle décrivit sa méthode sans déballer de détails dangereux en parlant d'horaires d'accès, de corrélations temporelles et d'incohérences dans les signatures. Elle utilisa des analogies qu'un juré pouvait saisir, une serrure ouverte plusieurs fois à des heures précises par la même clé, des pas sur un plancher qui tous mènent à un couloir précis. Son témoignage frappa par sa lucidité et sa modestie. Il ne cherchait pas à en imposer par le verbe, mais à être compris. Sophie Durand sut tirer parti de ce moment. Elle bâtit une démonstration méthodique, lente mais implacable. Elle montra comment les mouvements financiers correspondaient à des périodes où des scripts d'automatisation avaient été modifiés, comment des documents internes avaient subi des altérations, et comment l'ensemble formait une chaîne de causalité plausible entre des actions volontaires et la ruine orchestrée de services essentiels. Elle ne présentait pas de sensationnalisme, elle offrait des ponts entre faits et conséquences, et la juge invita le jury à se concentrer sur ces ponts. Pour Philippe, la défense se réduisait parfois à l'énumération d'explications techniques abstraites que le grand public peinait à suivre. Marcus tenta de détourner l'attention vers les responsabilités partagées et la culture d'entreprise prétendument permissive qui, selon lui, avait permis des négligences. Mais l'enquête et les pièces rassemblées incarnèrent une autre vérité. Il y avait, à certains moments et à certains postes, des choix délibérés qui n'avaient pas le parfum de la maladresse. La stratégie de la défense prit parfois un tour plus personnel. On essaya de mettre en doute l'intégrité morale d'Alain lui-même, d'évoquer ses anciennes pratiques de management, son goût pour le contrôle. On voulait faire croire que la chute n'était que justice rendue, que la déchéance d'un homme puissant n'appelait pas forcément à la solidarité. Alain, dans la salle, accepta ces attaques sans dramatisme. Son visage avait changé depuis les premières heures, moins de rougeur, moins de feu, plus d'attention.
Il répondit aux questions avec honnêteté, parlant de ses erreurs passées sans chercher à excuser ses manques. Ce paradoxe, un homme affaibli trouvant la force dans la reconnaissance de ses fautes, toucha certains membres du jury. Les audiences furent aussi l'occasion d'entendre des experts indépendants sur la nature des signatures numériques. Ils expliquèrent, sans expliciter de techniques dangereuses, que certaines empreintes se répètent comme une écriture, un rythme, une habitude, un choix qui revient. Ils donnèrent des métaphores que chacun pouvait avaler. Une empreinte numérique, c'est comme l'encre d'une plume que l'on retrouve sur plusieurs lettres. Quand l'encre est identique et que la police détermine qu'elle vient d'un même instrument, l'analogie prend sens. Ces explications aidèrent le jury à ne pas se laisser troubler par des argus de confusion technique. La campagne médiatique autour du procès ne se fit pas sans dommages collatéraux. Des rumeurs ciblèrent Soraya. Certains chroniqueurs insinuèrent qu'elle se lançait dans ce combat pour se faire un nom. Des amis se réduisirent, des opportunités académiques furent perturbées. Mais à chaque attaque, la communauté reprenait ses esprits. Des voisins, des anciens professeurs, des collègues de Soraya témoignèrent de son sérieux et de sa modestie. Amara, pour sa part, incarnait une dignité silencieuse. Elle n'était pas une figure médiatique, mais une présence stable qui ravivait le foyer. Dans les rares interviews où elle accepta de parler, elle choisit des mots simples. « Mon travail est de garder ce qui est fragile. Si on peut garder la dignité d'un homme en lui tendant la main, c'est ce que je fais. » Alors que le procès avançait, la défense de Philippe perdit de son souffle. Les pièces documentaires, recoupées avec les témoignages et les analyses d'Antoine, formaient un tout cohérent. La juge, attentive, laissa s'exprimer chaque partie, mais fit preuve d'une rigueur qui contraignait Marcus à devoir défendre des zones grises de l'agir humain. Finalement, après des jours d'arguments, de contre-interrogatoires serrés et d'expertises qui durèrent, le jury se retira. Les heures d'attente qui suivirent furent lourdes. Dans la salle, on entendait parfois la respiration d'une personne. Le destin d'un homme, l'honneur d'une jeune femme, la crédibilité d'un ancien associé se jouaient dans ce silence. Quand la nouvelle tomba, elle eut quelque chose d'électrique. Philippe fut reconnu coupable de sabotage orchestré et de détournement de propriété intellectuelle. La sentence, prononcée ensuite par la juge Morrison, fut compatible avec la gravité des faits. Amende, interdiction professionnelle et, pour certains actes, une peine privative de liberté partielle assortie d'un sursis. Une décision qui tenta de concilier sanction et proportion. La justice civile entama également la restitution des droits sur des éléments de propriété intellectuelle. Une partie des dommages fut destinée à réparer les victimes. Le tribunal reconnaissait ainsi non seulement la faute, mais aussi la nécessité d'une réparation. La réaction publique fut d'abord polarisée, puis, graduellement, plus nuancée. Certains murmurèrent que la justice avait été rendue contre un bouc émissaire. D'autres reconnurent la pertinence du jugement. Pour Alain, le verdict ne fut pas un triomphe jubilatoire. Il s'assit dans le silence, regardant la main d'Amara poser une tasse sur la table, et se surprit à ressentir une fatigue plus profonde que la joie. Il avait obtenu réparation, mais il savait que la victoire judiciaire n'effaçait pas les jours perdus ni les dégâts humains. Il pensa aux employés licenciés, aux start-up partenaires qui avaient subi des retards et aux clients privés qui avaient vu leurs données exposées. La réparation matérielle était possible, la réparation des liens demandait du temps et des efforts. C'est alors qu'Alain prit une décision qui surprit même ceux qui l'avaient aidé. Il renonça à réclamer des dommages-intérêts personnels substantiels. Ce qu'il demanda, au contraire, fut de transformer une part importante de la réparation en un fonds consacré à la formation et à l'accès à l'éducation technologique pour les jeunes de quartiers défavorisés. Il proposa de créer, avec Soraya et Amara, une structure qui porterait des valeurs inverses à celles qui avaient conduit à la catastrophe. Inclusion, transparence, responsabilité algorithmique. Ce geste venait d'un lieu profond, mélange de remords et d'ambition pour une économie plus juste. L'annonce fit l'effet d'un souffle frais. Certains y virent une stratégie d'image, d'autres sentirent la sincérité d'un homme qui avait vu ses certitudes brûler. Alain sut que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il estimait que si la justice l'avait retranché d'un empire, la reconstruction pouvait s'inscrire dans une logique qui dépasserait l'individu. Il proposa à Soraya de prendre un rôle officiel, non pas pour la mettre en vitrine, mais parce qu'il reconnaissait qu'elle connaissait mieux que quiconque ces mécanismes invisibles qui régissent nos sociétés. Il demanda à Amara d'accepter une place au conseil d'administration, non pour un symbole, mais pour la voix prudente qu'elle apporterait. Les trois signèrent, symboliquement, la naissance d'Amara Technologies.
Le lancement d'Amara Technologies prit place dans un garage reconverti en bureau, une ancienne boulangerie aux briques apparentes qui donnait sur une rue animée. Le bâtiment modeste, loin du verre et de l'acier, sentait la farine et le café. Il était accessible et délibérément ancré dans la réalité du quartier. Le logo, simple et chaleureux, mêlait des formes de briques et des circuits stylisés, une image d'unir l'humain et la technique sans hiérarchie. Le premier jour, l'équipe rassemblée ressemblait plus à une famille qu'à une start-up classique. Des développeurs désireux de sens, des jeunes issus du quartier encouragés par des bourses, des anciens de l'ISTEC qui avaient choisi l'éthique plutôt que la peur. Les premiers mois furent pleins de petits combats. Financer une entreprise qui refusait certains raccourcis n'était pas facile. Des investisseurs traditionnels demandaient des garanties. D'autres proposaient des capitaux, mais à des conditions qui auraient trahi la mission. Alain dut apprendre à négocier différemment, non pour imposer sa marque, mais pour convaincre que la durabilité morale pouvait être un modèle viable. Il y eut des nuits sans salaire, des échéances serrées, des clients qui hésitèrent. Mais il eut aussi des victoires modestes. Un partenariat avec une ONG locale pour développer un outil de triage de l'emploi. Un premier prototype d'IA qui privilégiait l'explicabilité sur des gains de performance et surtout la mise en place d'un programme de mentorat dirigé par Soraya. Soraya, nommée codirectrice technique, ne cherchait pas la gloire. Elle passait ses journées à écrire des codes, certes, mais surtout à enseigner. Elle élabora des cursus simplifiés pour des jeunes sans diplôme, construisit des ateliers qui expliquaient ce qu'est une donnée, comment on la protège, pourquoi l'éthique importe. Son humour discret et sa façon de rendre simples les concepts les plus abstrus firent merveille. Les premiers stagiaires, issus du quartier, virent leurs compétences monter en quelques mois et furent embauchés sur des projets locaux. La boucle, d'une certaine manière, se refermait. La foule d'où Soraya venait nourrissait désormais ceux qui construiraient l'outil technique. Amara, elle, resta le cœur moral de la société. Présente aux réunions importantes, prenant parfois la parole pour rappeler qu'une métrique humaine ne se résume pas à un KPI, elle fit en sorte que les décisions les plus dures soient questionnées sous l'angle de l'impact au quotidien. Quand une proposition commerciale promettait des revenus immédiats mais risquait d'exclure des populations, elle demandait de ralentir et de repenser. Son regard simple mais exigeant devint un filtre. Les employés, souvent jeunes, apprirent de son exemple que la dignité exigeait une pratique quotidienne. La route fut loin d'être un long fleuve tranquille. L'entreprise fit l'objet de petites attaques de réputation orchestrées par des satellites restant fidèles à Philippe. On tenta, à plusieurs reprises, d'acheter des anciens employés pour obtenir des secrets. Des tentatives d'intimidation continuèrent, plus timides mais réelles. Chaque fois, l'équipe répondit par la transparence. Communication ouverte, audit externe, publication de principes d'éthique. Ils mirent aussi en place un programme de sécurité juridique pour protéger les employés et offrir des ressources aux témoins. Alain apprit à accepter ces contraintes, non comme des entraves, mais comme le prix d'une intégrité retrouvée. Avec le temps, Amara Technologies trouva sa niche. Elle développa des outils pour petites organisations, des systèmes d'IA explicables pour l'allocation de ressources sociales et des plateformes qui favorisaient la participation citoyenne. Les clients furent d'abord locaux, associations, écoles, hôpitaux de quartier. Ensuite vinrent des contrats plus larges, mais toujours teintés d'un accord sur les principes. La croissance n'était pas explosive, elle était mesurée et souvent laborieuse. Mais chaque victoire comprenait une condition, respecter les méthodes et la mission. La visibilité publique de l'entreprise s'accrut lentement. On invita Alain à parler dans des conférences, non pour glorifier une carrière, mais pour témoigner d'un parcours de transformation. Sa parole gagna en sincérité. Il n'y racontait plus des leçons de pouvoir, mais des récits de failles et d'apprentissage. Il parlait de l'importance d'écouter ceux qui nettoient les bureaux, de reconnaître la valeur de démarches modestes et d'incarner un leadership qui recueille plutôt qu'impose. Le message toucha. Il ne s'agissait pas d'un plaidoyer moralisateur, mais d'un exemple concret. Les bourses créées à partir des fonds alloués à l'éducation eurent, à leur tour, un impact tangible. Elles permirent à plusieurs étudiants issus des quartiers défavorisés d'accéder à des formations en informatique, d'être accompagnés par des mentors et d'entrer sur le marché du travail avec des compétences et une assurance nouvelle. Soraya supervisa ce programme comme si chaque nom inscrit était une responsabilité morale. Beaucoup de ces boursiers se retrouvèrent ensuite employés par Amara Technologies ou par des partenaires locaux contribuant à un cercle vertueux. Les relations entre Alain et ses anciens collègues se transformèrent également. Certains, qui autrefois l'avaient suivi pour la promesse d'un pouvoir ou d'un salaire, revinrent comme collaborateurs engagés par la mission.
D'autres restèrent à l'écart, peu désireux de revoir des compromissions passées. Alain accepta ses absences avec une sérénité nouvelle. Il avait perdu des alliés lorsqu'il avait cru que le monde était un jeu d'échecs à somme nulle, et il en avait gagné d'autres, plus sincères, qui partageaient une vision d'usage responsable de la technologie. Nous touchons ici aux transformations intimes qui marquent le vrai changement. Alain, photographe involontaire d'un empire en ruine, devint un homme capable d'intimité. Il apprit à s'excuser sans calcul, à reconnaître sa part de responsabilité dans une culture d'exigence qui avait négligé l'humain. Il se surprit à accepter des gestes qu'il avait jadis méprisés, une tasse mal placée, un conseil franc, un reproche adressé non pour blesser mais pour éveiller. Ces petites choses, à force d'être répétées, retravaillèrent son être. Il y eut encore, dans l'intervalle, des moments de tension publique et privée. La presse, jamais totalement satisfaite, cherchait de nouvelles lignes d'accroche. Certains chroniqueurs écrivirent des portraits d'Alain oscillant entre repentance sincère et stratégie calculée. Philippe, condamné, fit appel, lançant un nouveau cycle juridique qui permit aux deux camps de repenser leur communication. Mais les appels successifs et la lenteur de la machine judiciaire donnèrent surtout du temps à la reconstruction. Le public, soumis à une offre toujours changeante d'informations, en vint à juger les actes plutôt que les slogans. Les années passèrent et le quartier changea doucement. Un atelier de réparation devint une salle de formation. Une façade décrépite d'un ancien commerce fut rénovée pour accueillir un espace de coworking communautaire. Les bourses produisirent des récits. Un jeune devenu ingénieur, une mère qui put reprendre des études, un adolescent qui trouva sa voie grâce à un stage. La transformation n'effaça pas la pauvreté ni les inégalités. Elle créa des micro-espaces de dignité et de possibilités. Les médias locaux racontèrent ces petites victoires avec plus de chaleur que les grands plateaux nationaux. Un soir d'automne, lors d'une inauguration modeste du nouveau centre de formation d'Amara Technologies, Alain prit la parole. Il ne fit pas un grand discours, il partagea une anecdote. Il parla d'une tasse de thé offerte par une femme qui le voyait sans l'idéaliser ni le condamner. Il parla d'une étudiante qui avait lu des empreintes et qui avait choisi la vérité contre la revanche. Il parla de la fragilité de ceux qui tiennent pourtant la société. Sa voix, à la fois humble et ferme, déclencha des applaudissements sincères. Il conclut non en maître mais en compagnon. Ma vie a été transformée à jamais grâce à une femme de ménage et à la curiosité d'une jeune fille. Si vous revenez, souvenez-vous qu'on peut toujours apprendre à mieux écouter. Soraya, à ses côtés, regarda la salle comme si chaque visage représentait un fragment d'avenir. On la pria peu après pour une intervention. Elle parla de principes d'éthique, de la nécessité d'expliquer les outils et d'impliquer les publics. Elle parlait sans prétention, avec des exemples concrets de projets éducatifs et de décisions difficiles prises par l'entreprise pour renoncer à certains profits. Le public l'écouta. Elle n'était plus simplement la jeune fille qu'on avait aimée ou critiquée. Elle était devenue une voix de rigueur et de chaleur. Amara, quant à elle, fut honorée selon ses propres termes. On lui demanda d'ouvrir la plaque inaugurale. Elle posa ses mains dessus, sourit et dit sobre « Il faut garder les choses propres pour que la vie puisse continuer ». Ce fut tout. Sa simplicité bouleversa. Elle devint, pour beaucoup, le symbole discret d'une dignité que l'argent ne mesure pas. Les mois suivants, Amara Technologies devint une référence pour des pratiques responsables. D'autres entreprises étudièrent son modèle. Certaines institutions publiques firent appel à ses équipes pour développer de réglementations plus centrées sur la transparence algorithmique. L'entreprise resta néanmoins consciente des limites. L'éthique coûte. Elle n'est pas une stratégie qui garantit le succès du jour au lendemain. Les choix qu'ils firent furent souvent des renoncements à des gains immédiats. Mais à long terme, l'entreprise gagna en réputation et en partenaires partageant des valeurs. Que fut-il de Philippe une fois la poussière retombée? On vit sa silhouette moins souvent. Sa chute, moins spectaculaire qu'on l'aurait cru, resta une leçon sur les dérives du pouvoir. La jalousie, la peur de perdre une position, la volonté de contrôler à tout prix. Certains tentèrent de comprendre sa trajectoire sous l'angle de la tragédie humaine. D'autres la condamnèrent comme l'acte d'un homme qui avait confondu son intérêt personnel avec le bien commun. Alain, à la place d'un ressentiment vindicatif, choisit la retenue. Il accepta la réparation sans réclamer plus. Il sut que la justice avait fait son office, la suite, pour chacun, serait une question de temps et d'effort. La transformation la plus profonde, pourtant, se joua dans la relation d'Alain avec lui-même et avec les gens autour. Il apprit à reconnaître l'importance de l'humilité. Il fut un dirigeant différent, présent dans les réunions, mais aussi capable d'écouter une remarque d'un stagiaire, prêt à accepter qu'une idée vienne d'un lieu inattendu.
Il arrêta de penser que la valeur d'un projet se mesurait à la taille d'un contrat. Il commença à travailler pour des objectifs mesurables en impact social. Sa maison, jadis temple de verre et d'isolement, se transforma en un lieu d'accueil temporaire, pour des réunions, des repas partagés, des moments où la hiérarchie se dissolvait au profit d'un échange simple. Les années apportèrent aussi des épreuves plus intimes. Des collaborateurs qu'il croyait proches décidèrent de partir. La reconstruction nécessite parfois d'abandonner des relais anciens et d'accepter une solitude nouvelle. Il y eut des nuits où Alain se réveillait encore sous le poids des décisions anciennes, des moments où la culpabilité le rappelait à l'ordre. Mais par la répétition de gestes humbles, il trouva une paix fragile. Participer à la vie d'une organisation avec transparence, payer équitablement, accepter les critiques. Un épisode particulier resta dans la mémoire commune, la cérémonie de remise des premières bourses Amara. Une jeune femme, d'un quartier proche, monta sur scène pour dire comment cet appui lui avait permis d'entrer en école d'ingénieur. Elle parla d'une mère malade, d'un travail à mi-temps et d'un espoir qui, grâce aux moyens fournis, avait pu être poursuivi. Les larmes dans les yeux d'Amara et le regard fier de Soraya furent plus éloquents que n'importe quelle statistique. Ce n'était pas une revanche, c'était une reconstruction réelle, tangible. À la fin, la ville elle-même portait les traces de ce que l'on avait entrepris. Les façades de briques accueillèrent des vitrines éclairées, des ateliers, des salles d'études. On n'avait pas éliminé les difficultés économiques, mais on avait créé des îlots de résistance à la fatalité. La parole autour des objets technologiques changea. On n'en parlait plus seulement comme d'outils de performance, mais comme d'artefacts qui nécessitent une gouvernance humaine. Il serait faux de dire que tout se termina dans une harmonie parfaite. Les menaces jamais complètement éteintes, la réputation d'Alain resta complexe et la société dut naviguer entre compromis et fidélité aux principes. Mais le récit principal, celui d'un homme qui avait été ruiné puis transformé par la main que quelqu'un lui avait tendue, trouva son horizon. La main d'Amara, la curiosité de Soraya et la décision d'Alain de transformer sa réparation en action collective firent que la chute ne resta pas un point final, mais devint un passage. Les dernières images que l'on conserve de cette histoire sont celles d'un soir où, après une réunion de l'équipe, on vit Alain, sans chambre de verre cette fois, prendre une tasse et la porter à un employé stressé qui venait d'échouer une présentation. Il le fit sans spectacle, ce fut un geste simple, appris à force d'humilité et chargé d'un sens nouveau. Soraya, qui discutait avec de jeunes chercheurs, éclata de rire à une remarque, et Amara, au fond, rangeait des assiettes pendant que la fête s'éteignait doucement. La ville, par une fenêtre ouverte, laissait entrer le son d'un tramway, des conversations, des pas. L'histoire finit, si l'on peut parler de fin, comme une leçon de temps. Elle rappelle que l'orgueil peut précipiter des chutes spectaculaires, mais que la main tendue d'une personne ordinaire, un savoir appliqué et la volonté de transformer la réparation en service collectif peuvent, ensemble, créer une renaissance. Ce n'est pas une promesse universelle, la rédemption ne tombe pas sans effort ni sans coût. Mais c'est la preuve qu'une vie peut être transformée à jamais par des gestes invisibles aux yeux du pouvoir, et que la dignité tient souvent dans des détails, une tasse de thé offerte, une signature lue avec soin, la constance d'un nettoyage qui rend à la vie sa propreté. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous pour d'autres récits sur la justice, l'éthique et les secondes chances.